sais pas. Ah bon? Je dois voir. Je sais pas, ils ont changé, non? Ils ont vieilli. Bonsoir. Alors nous sommes ici ce soir autour avec Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot, Christophe Hutin, Bernard Blanc pour fêter le projet du GHI qui a été récompensé par un prix qui est d'ailleurs bien nommé. D'ailleurs, ça serait bien si j'avais le vrai nom du prix sous les yeux. Tu le dis, le vrai nom du prix? Je l'écorche. Le Simon Living Space. Voilà, Living Space. Voilà, c'est Simon que j'avais pas dans la tête. Living Space, et qui effectivement est doublement, triplement mérité pour ce projet. Donc, avec Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis, porteur de ce projet. Je vais présenter les intervenants donc, qui forment l'équipe de ce projet. Anna Caton et Jean-Philippe Vassal ont fait leurs études à l'école d'architecture de Bordeaux. Diplômée en 1980, Anna Caton complète sa formation par un DESS d'urbanisme en 1984, tandis que Jean-Philippe Vassal part travailler au Niger comme architecte et urbaniste. Anna Caton a aussi travaillé à Arc-en-Rêve dans ses premières années d'exercice professionnel, faisant des allers-retours entre Bordeaux et l'Afrique. De retour en France, ils fondent ensemble leur agence et s'installent un peu plus tard à Bordeaux et s'installent un peu plus tard à Paris en 89. Parallèlement à leur activité d'architecte maître d'œuvre, ils enseignent dans différentes écoles, à Zurich, à Berlin, j'ai pas toute la liste, excusez-moi, à Harvard, etc. Le premier projet qui les fait être remarqués sur la scène nationale et internationale, c'est la désormais célèbre maison Latapie. Monsieur et Madame Latapie, nous avez annoncé leur venue. Voilà, ils sont là. Merci d'être là. Ils sont des habitants et amis fidèles de leur architecte. Voilà, qui est toujours présent quand on parle de projets de la Caton Vassal et leurs associés. Voilà, pas simplement quand on parle de la maison Latapie. Voilà. Et très ouvert, merci, lorsqu'il y a des visites spéciales dont nous n'abusons pas, parce que c'est une vraie maison avec des vrais gens qui habitent dedans. Donc, la maison Latapie, je voulais saluer monsieur et madame Latapie. Puis, il y a eu l'université de Grenoble, le pôle de gestion à Bordeaux, l'école d'architecture de Nantes, la tour Bois-le-Prêtre avec Frédéric Druot, l'école, le palais de Tokyo, je cite pas tout, le FRAC Nord-Pas-de-Calais, les logements à Mulhouse dans le cadre de l'opération expérimentale avec Jean Nouvel. Je parlerai tout à l'heure des projets bordelais qui les unissent donc à Frédéric Druot et Christophe Hutin. Leur talent a été salué par de nombreux prix. Les projets récents se font ailleurs, en Suisse, en Afrique. Frédéric Druot. Frédéric Druot. Sans transition. Il me manque. J'ai des liens avec l'Afrique. Frédéric Druot est aussi diplômé de l'école d'architecture de Bordeaux en 1984. Cofondateur en 1987 de l'agence d'architecture joyeusement atypique, Épinard Bleu. Il quitte lui aussi Bordeaux pour s'installer et créer son agence à Paris en 1991. Je cite quelques-uns de ses projets: 3 salles nouvelles dans la Cité de la Musique, pour le ministère de la Culture, l'immeuble, le nouvel immeuble qui maintenant est bien inscrit dans le quartier, des bons enfants avec Francis Solaire, 50 000 m² de projets successifs de 96 à 2001 pour et dans le centre Georges Pompidou, la tour Bois-le-Prêtre dont je viens de parler à Paris avec la Caton Vassal, et des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Récemment, une étude sur Paris Intramuros qui fait l'inventaire et l'analyse de sites capables de transformation et densification urbaine. Et plus récemment, la réhabilitation de l'hôpital ENEC à Paris, projet en cours, distingué par le prix. Alors ça, c'est pas... Ce prix... C'est pas un hôpital. C'est quoi? C'est l'ancien hôpital. Alors, réhabilité, transformé en quoi? Qui est le siège de Kering.
Ah, mais voilà, mais j'étais mal renseignée. Donc, vous complétez ça sur vos petites fiches des CV qui sont dans vos papiers. Donc, il a également été distingué par de nombreux prix, le prix de la première œuvre, son travail nominé en 2005 pour le prix Mies van der Rohe et en 2006 pour l'Équerre d'argent. Christophe Hutin, le Benjamin de l'équipe, a aussi fait ses études à Bordeaux. Diplômé en 2003, il fonde son agence la même année et enseigne successivement en Bretagne, à Toulouse et à Bordeaux depuis 2015. En qualité de maître d'œuvre, il a travaillé sur le projet de réutilisation du site de la vacherie à Blanquefort. Il a réalisé le théâtre de Lubat à Uzès. À Bègle. Non, à Uzès. Je viens d'avoir une épreuve difficile d'un atelier avec des étudiants à Sciences Po, donc je suis un petit peu déconcentrée. Le projet récent de 12 logements Léo Plateau à Bègle, la réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc dont le chantier a démarré récemment, et la transformation, projet encore plus récent, enfin c'est 2015, il est vraiment démarré parce que dans les dates que j'ai, excusez-moi, sur nos notes, parfois pour nous, il y a une confusion entre les débuts, le moment où le projet a été décidé à démarrer et le moment où il démarre effectivement. Alors, donc, le projet, c'est le bâtiment Nederberg à Johannesburg. Donc, il est en cours maintenant. Il est en cours de chantier, oui. En cours de chantier, voilà. Donc, en Afrique, évidemment, Johannesburg. En Afrique, précisément, où sa pratique d'enseignant et celle de maître d'œuvre s'entremêlent merveilleusement. Le travail de Christophe Hutin en Afrique imprime et exprime sa démarche avec les projets Learning From, des workshops développés avec des étudiants des écoles d'architecture de Toulouse, notamment. Tu en as fait un, Learning From, avec Bordeaux? Non. Voilà, c'est plus compliqué à l'école de Bordeaux. Learning From, avec les étudiants, c'est apprendre du terrain, apprendre sur le chantier, apprendre avec les gens pour lesquels on fait un projet, apprendre avec, voilà, les gens. Se déplacer, apprendre ailleurs, Learning From Sky à Soweto, Learning From Sans Souci à Soweto. Et Christophe Hutin partage, transmet ce qu'il apprend lui-même de ces situations. Le compagnonnage du duo Lacaton-Vassal avec Frédéric Druot s'est affirmé avec la publication du livre Plus, consacré aux grands ensembles reconnus comme territoires d'exception. Cette étude, alors ça, effectivement, cette, je dirais, rencontre-là était d'autant plus évidente. On connaît, parce qu'effectivement, Anne et Jean-Philippe, voilà, ont un travail qui est mieux connu, mais cette rencontre était naturelle autour de cette thématique, parce que ce que je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore, c'est que Frédéric avait travaillé, lorsqu'il était à Bordeaux, sur la Cité Lumineuse, qui était une barre de logement donc, au nord de Bordeaux, qui a été démolie pour faire ce qu'on sait, donc, qui est quand même... voilà... une leçon de critique architecturale et urbaine qui pourrait être très intéressante. Et effectivement, il avait travaillé sur toutes les possibilités de réhabilitation simple de cette barre de logement qui avait des qualités de plan d'appartement de vie traversante extraordinaires et une justesse dans son implantation sur ce site-là très intéressante. Bon, l'histoire a tourné autrement. Donc, suite à l'étude Plus qu'ils ont, et le livre qui a été publié, c'était un livre qui avait été fait avec le soutien du ministère de la Culture. Hein, voilà. Donc, il y avait quand même, du côté du ministère, une attention à ces questions, à vos positions, et qui ont donc soutenu ce livre pour enfoncer le clou. Hommage à Jean-Jacques Ayagon. Hommage à Jean-Jacques Ayagon. Donc, suite à ce travail, il y a eu le projet de transformation de la tour du Bois-le-Prêtre, une réalisation qui avait lieu au trio l'Équerre d'argent. Christophe Hutin les a rejoints pour l'étude réalisée dans le cadre de la mission préalable au projet des 50 000 logements autour des transports collectifs initiés par la communauté urbaine. Une étude qui a inventorié les qualités de tout ce qui existe pour les valoriser en transformant simplement ce qui ne fonctionne pas. Le deuxième projet réalisé par cette équipe sur mesure, c'est la transformation des 530 000 logements sociaux au Grand Parc, projet porté par Aquitanis. Qu'est-ce que j'ai dit? 38. Ah, 38.
Justement, très important. Vous expliquerez. Projet porté par Aquitanis et tout particulièrement par Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis. Ces quatre-là, donc Anne n'est pas là, mais donc ils sont quatre en fait. Ces quatre-là partagent la même architecte, la même vision de l'architecture, la même conception du métier d'architecte, la même éthique professionnelle, la recherche obstinée de réponses précises, certes radicales, toujours d'une extrême simplicité, toujours remplie de générosité, qui relève quasiment de l'abnégation. Cette posture, sans concession, trouve la possibilité de réaliser les projets de par la rencontre avec un maître d'ouvrage qui partage le même engagement. Cette rencontre a eu lieu avec Bernard Blanc et donc elle est aujourd'hui récompensée par ce prix et surtout par les habitants, fiers et heureux de leur nouveau logement. Avant de passer la parole à Bernard Blanc, je remercie tous ceux qui sont ici. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont dû être sur les mezzanines pour la retransmission de la conférence, mais ils ne perdront rien puisque la retransmission gère aussi bien les images que les interventions de ceux qui sont sur le plateau. Mais c'est pourquoi, pour d'autres manifestations, de plus en plus, lorsqu'Arc en Rêve saura que l'espace n'est pas parfaitement adapté au public qui vient ici à la rencontre, de projets, de démarches, etc., que nous allons faire de plus en plus des choses hors les murs. Voilà, ce lieu est très grand, mais il est parfois pas adapté pour accueillir le public, même quand il y a parfois un peu d'espace. Je remercie Anne-Marie Casalet d'être ici. Voilà, aujourd'hui, c'est notre maire de quartier, mais elle représente ce soir Alain Juppé. Voilà, merci de ta présence. Bernard. Merci Francine pour cette introduction et merci à Arc en Rêve de nous accueillir pour présenter ensemble le résultat de 3 années de travail qui effectivement, c'est un peu le prétexte de cette conférence, s'appuie sur une reconnaissance par ce prix européen qui est assez touchant pour nous puisqu'il reconnaît avant tout la qualité d'usage du lieu habité. Donc ce n'est pas un prix qui est axé formellement sur la question de l'architecture, même si bien évidemment cette question-là est très présente, mais la dimension humaine et habitante et la préoccupation même des créateurs de ce prix. Donc ça a été pour nous un joli moment, un peu inattendu, puisque après il y en a plein d'autres qui vont se succéder. Donc voilà, donc on a été très contents. Et quand Anne m'a envoyé un petit mail en disant tiens, tu dis rien à personne, mais on a le prix, il va falloir y aller. Je lui ai dit ouais, t'as qu'à croire. Et puis si, après on a échangé, puis on a dit ouais, tiens, voilà, c'est sympa. Mais voilà, je sais qu'ils sont pas du tout attachés au prix, donc je ne vais pas en dire plus. Mais quand même, ça fait du bien. Voilà, le Grand Parc, c'est quand même un sujet. Moi qui ne suis pas bordelais, je suis arrivé là pour y travailler en 2008. Le Grand Parc est un sujet absolument merveilleux. Parce que c'est une situation absolument, c'est une image subliminale, ça prépare la suite. C'est un endroit qui est absolument incroyable dans son histoire, dans son occupation sociale, dans ce qu'elle porte de politique urbaine et architecturale à un moment donné, dans une ville qui a osé faire ça. J'ai 2-3 images pour remettre ça. Donc mes propos, c'est simplement de resituer ce que ça représente pour un maître d'ouvrage et un gestionnaire de patrimoine, cet ensemble qui fait quand même un peu plus de 4200 logements, dont nous avons la moitié en propriété et dont nous avons la moitié à réhabiliter au moment où moi j'arrivais en 2008, puisqu'il n'y avait jamais eu de réhabilitation un peu lourde. Et naturellement, la façon de se saisir d'un site comme celui-là, lorsque l'on doit le retravailler, c'est de se dire que c'est surtout pas une réhabilitation qu'on va engager. Donc il n'y a pas de dimension technique telle qu'on l'entend, nous, dans notre métier de maître d'ouvrage social ou même de maître d'ouvrage privé. Quand on a
un bâtiment qui a un certain âge, et là celui-là il a un âge certain, c'est évident, même si ça ressemble à une forme de réhabilitation, dans notre esprit, ce n'en est pas une. Ce n'en est pas une parce que l'histoire de cette rencontre tout à fait improbable entre effectivement des architectes et un maître d'ouvrage se fait sur cette idée que ces grands ensembles n'ont pas besoin d'une intervention technique de type remise à niveau. Ils ont déjà tout. Simplement, on a oublié de les accompagner dans la longue durée. On a oublié d'en prendre soin. Et quand je dis patrimoine, c'est à la fois le patrimoine immobilisé, physique, et le patrimoine humain, qui vit depuis... Philippe était encore avec des familles ce matin, et qui sont là depuis 25-30 ans dans ces lieux. Donc on a un patrimoine vivant absolument extraordinaire. Et donc on ne peut pas se dire simplement qu'on va refaire une façade, changer un peu et remettre aux normes l'électricité ou la plomberie, et puis refaire un lino et avoir les nouvelles normes d'habitabilité. Et de se dire qu'au passage, aujourd'hui, je me prends la norme BBC parce qu'il faut impérativement avoir attrapé ce truc-là dans la question de la transition énergétique. Nous, quand on regarde ce site et cette histoire de cette période de l'urbanisme et de l'architecture en France, on se dit que c'est un projet qui doit au moins tenir 3-4 dimensions. C'est avant tout un projet politique. Alors on va l'expliquer, et Francine a chauffé l'équipe là, avec la question de la démolition de la lumineuse. Donc à mon avis, on ne va pas les tenir tout à l'heure. C'est un projet politique parce qu'il s'inscrit dans un courant de la dernière décennie qui dit que ça doit disparaître. Et d'ailleurs, dans le plan stratégique de patrimoine d'Aquitanis, quand moi je suis arrivé en 2008, c'était inscrit à la démolition. Puisqu'on était dans la séquence de finir les grands projets en rue des Hauts-de-Garonne, et où on avait traité plus de 6000 démolitions. Et ces bâtiments, et ces trois-là en particulier, étaient inscrits dans le plan prévisionnel d'Aquitanis comme devant être démolis. Et donc on se dit que ce n'est pas ça l'histoire qui doit continuer. Et donc le projet politique, dans sa dimension politique, c'est de dire non, la politique de l'ANRU, elle a peut-être ses vertus par ailleurs, mais là pour le Grand Parc, et après 10 années de politique ANRU sur les Hauts-de-Garonne, voilà, c'est bon, ce qui nous reste, on se le garde. D'autant qu'on est dans le périmètre de l'UNESCO, et qu'avec le comité local de l'UNESCO, par quelques promenades à l'intérieur du Grand Parc, on a réussi à s'accorder sur le fait que ça devait être préservé. Et donc on a réussi à faire inscrire un petit peu avec le comité local UNESCO le fait que le Grand Parc ne pouvait pas être modifié dans sa forme, sa morphologie générale, et que chaque bâtiment devait pouvoir garder sa forme première, c'est-à-dire une forme très simple, évidente de parallélépipède, et qu'on ne pouvait ni grignoter ni augmenter de façon trop sensible. Voilà, on a réussi à se dire qu'il fallait conserver ça. Donc première dimension de ce projet politique. Deuxième dimension, c'est un projet social parce qu'il est fait avant tout en se préoccupant, mais nos architectes le défendent depuis très longtemps, mieux qu'un bailleur social, me semble-t-il. C'est l'attention portée aux gens qui vivent là, à ceux qui doivent venir y vivre et à ceux qui vivent autour. C'est-à-dire que c'est un projet éminemment fait pour la population, les habitants. Et il est en plus d'une dimension sociale particulière, puisque c'est une population modeste, avec des niveaux de loyer très faibles et des ressources qui elles-mêmes sont très faibles. Et donc le projet doit se dire qu'à terme de la réhabilitation, alors qu'habituellement on augmente les loyers mécaniquement, là on n'augmenterait pas les loyers et on garderait notre population en place. C'est un projet aussi, on va dire, citoyen par rapport à la ville ou urbain, par rapport à la question de cette pièce urbaine dans le paysage de la ville de Bordeaux. C'est que c'est une pièce majeure qui doit retrouver toute sa grandeur, toute sa place dans ce paysage urbain métropolitain bordelais. Et c'est pas simple parce qu'elle avait été un peu perdue de vue, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on l'avait trop en face
Et on voulait un peu l'oublier. Et nos habitants nous disaient qu'effectivement, ils avaient le sentiment d'être un peu hors la ville, être relégués, ne pas être dans la dimension contemporaine de la métropole qui se redessine avec ses envies d'écoquartier, ses envies de mixité. Et là, ils sont immobilisés. Ils font du surplace depuis quelques décennies. Et donc l'idée aussi, c'est de remettre cette plaque urbaine en mouvement, mais tout à fait tranquillement. Et puis c'est un projet culturel, parce qu'il faut retravailler l'inconscient, l'imaginaire collectif bordelais, pour qu'on puisse se recréer un récit collectif sur cette cité, qui a été un moment merveilleux quand elle a été livrée, comme c'est le cas partout en France au moment où on livre ces grands ensembles. C'était tellement merveilleux que le maire de l'époque, voilà, et les journalistes et puis les élus n'hésitaient pas à dire que, voilà, enfin Bordeaux se réveille, quoi, avec le Grand Parc. Il y a de la modernité qui enfin arrive dans la ville de Bordeaux, et cette cité blanche aussi, là, allait nous sortir d'une certaine histoire et nous amener dans la modernité. Alors pourquoi refuser un deuxième moment de revivre la modernité? Donc on se dit, quand on a tout ça, quand on a cette perfection de ce plan, de cette grille du pont, pourquoi tout remettre en jeu? Et pourquoi ne pas essayer simplement de régénérer tout cela? Donc nous, on a appelé ça un mouvement de régénération, puisqu'on n'a pas l'ambition de réhabiliter, on n'a pas l'ambition de transformer, on n'a pas l'ambition de requalifier. On a l'ambition de redonner vie, simplement. Donc c'est encore plus ambitieux. C'est comment je vais redonner vie et comment je vais redonner envie aux Bordelais d'aimer ce site. Alors on a commencé ponctuellement par le régénérer en y pluguant de nouveaux bâtiments. Là, un premier bâtiment qu'on a fait avec Flint, Lanoir et Courrian il y a quelques années. On s'est dit, là, on va radicalement attaquer, on va faire une autre architecture. Il faut donner un signal. On a ensuite réalisé avec Tesser et Touton ce petit ensemble tout à fait sympathique, qui vit merveilleusement bien, qui est en totale rupture avec les codes du Grand Parc. Et puis en ce moment est en train de s'élever ce bâtiment d'habitat participatif locatif avec EO toute architecture, qui est une jeune agence bordelaise, et avec une ferme urbaine. Voilà, on se dit il faut aussi apporter autre chose. Et il faut attaquer les autres bâtiments. Donc maintenant qu'on a terminé le GHI, on attaque Nerval et Odéon. C'est parti, c'est l'agence Chordy-Levrault qui s'occupe avec l'agence Y de ces deux bars, identiques au G et au H. Voilà, et les travaux ont démarré là aussi de transformation. Et puis Bernard Buller a gagné la transformation de nos deux tours, Ravel et Saint-Saëns. Donc tous les chantiers vont démarrer, là démarrent. Et donc on essaye de coordonner au mieux cet énorme bazar qu'on est en train de créer sur le Grand Parc. Voilà. Et donc l'histoire reprend, on attaque de tous les côtés, on a 2200 logements à régénérer avec les habitants à l'intérieur des logements. Donc on fait le pari aussi qu'on peut avoir des interventions extrêmement importantes tout en maintenant les gens dans leur logement. Alors pour préparer ça, et plutôt que de démolir, quoi, voilà, hein, ça c'est sur les Hauts-de-Garonne, on n'avait plus envie de ça. Je fais exprès de la laisser un peu parce que ça va aller travailler là. Ça va aller chauffer encore un petit peu, hein, Philippe. Ouais. Alors, l'histoire avec Anne, Jean-Philippe, et puis après est arrivé Frédéric Druot, et puis après, en arrivant à Bordeaux, est arrivé Christophe. L'histoire, ça fait pour nous une quinzaine d'années déjà. Elle a commencé à Saint-Nazaire lorsque je dirigeais l'équivalent d'Aquitanis là-bas. Et on a commencé par une histoire malheureuse d'un projet perdu sur un lieu extraordinaire en bordure de l'estuaire et face à l'océan. Ça s'appelle le Petit Maroc. Et je leur avais demandé de concourir. Ils ont perdu simplement parce que dans le cahier des charges de la compétition, on avait bien indiqué qu'il fallait
réaliser quelques petites démolitions. Et c'est là où je découvre ces deux architectes-là qui nous font une proposition sans démolition. Nous sommes soumis au Code des marchés publics. J'ai tenté vainement de leur expliquer que leur réponse était rejetée. Ils ont essayé de m'expliquer en long, en large qu'il valait mieux conserver et retravailler. Ils ont réussi à me convaincre, mais pas les juges, quoi. Voilà, dans le cadre des marchés publics, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on a abandonné le projet avec eux, qui était absolument merveilleux, qui était vraiment le plus beau projet qu'on puisse imaginer. Et donc on se l'est gardé sous le coude. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, tiens, venez, on va attaquer un projet en rue. Il va y avoir des démolitions, il faut qu'on prépare quand même autre chose avant, il faut qu'on fasse ensemble autre chose. Et puis on a fait ces premiers logements, des choses assez modestes, pas très importantes. Mais quand même, on a fait un premier bâtiment à Héris, on en a fait un deuxième Innova. Et ça donnait ces ambiances-là, quoi, qu'on va retrouver ensuite dans la tour Bois-le-Prêtre, et puis la tour qu'on a commencé ensemble, qui s'appelle Plein Ciel, qui est exactement sur le même modèle de la tour Bois-le-Prêtre. Donc voilà, on a passé des années à préparer ça. Et naturellement, quand je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai vu le Grand Parc et qu'on s'est dit qu'on allait faire projet, je me suis dit qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient travailler avec nous. Parce qu'on avait déjà ça ensemble, et ça, c'est vraiment absolument incroyable. Là, il y a des gens qui vivent depuis plus de 10 ans, 12 ans sur ces lieux, et on sait, donc nous, en tant que gestionnaire, ce que ça donnait. Et donc on a dit, on y va avec le GHI, et on doit pouvoir aller avec eux. Donc on a fait un concours, on demandait des références, et effectivement, ils ont gagné. Voilà le début de l'histoire. Je ne sais plus s'il y a quelque chose. Oui, il y a juste quelque chose. C'est qu'avant de démarrer le GHI, ça n'apparaissait pas du tout évident pour les équipes. Je crois que les équipes d'Aquitanis, à la fois les techniciens et les gestionnaires dans l'agence du Grand Parc, ne comprenaient absolument pas ce que j'essayais de leur expliquer sur le projet. Ils avaient vécu la démolition de la Lumineuse qui appartenait à Aquitanis, et ils n'imaginaient pas qu'on puisse faire quelque chose d'autre. Et donc j'ai commencé à leur expliquer. Ils étaient extrêmement perplexes. Ils me demandaient comment ils allaient expliquer aux habitants quelque chose qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à bien appréhender. Alors on a dit, on va aller tous voir la tour Bois-le-Prêtre. Et donc je leur ai demandé de trouver des habitants qui seraient nos ambassadeurs dans nos 3 bâtiments GHI. Et on est tous partis avec le train là, à Paris, passer une journée, visiter la tour Bois-le-Prêtre avec les architectes qui nous ont accueillis, qui nous ont expliqué, avec les habitants. Ils ont pu rencontrer tout le monde, et puis c'est terminé. Non, c'était juste revenir en arrière pour qu'on présente Anne qui n'est pas là. Ah pardon, personne, ils ne connaissent pas Anne. C'est la dame avec le pull rouge. C'est celle qui est au pull rouge, ouais. Ouais, voilà, Anne est sur la photo, ouais. Mais on avait une très belle photo des 4 archis là, mais on l'a pas remis. C'est dommage, on aurait dû, tiens, je sais pas penser. On était jeunes. Ouais. On était debout. Voilà, et donc on a emmené nos habitants ambassadeurs visiter la tour Bois-le-Prêtre. Ils ont pu dialoguer avec les habitants de la tour Bois-le-Prêtre, comprendre que c'était compliqué, et puis on a fait un logement témoin où on n'a pas caché les nuisances d'une intervention en site occupé. Et je me rappellerai toujours que quand on a repris le train le soir pour revenir sur Bordeaux, ils étaient excités comme des puces. Ils faisaient des bonds, ils ne tenaient pas en place, et ils disaient, mais quand est-ce que ça démarre, quoi ? Et donc on avait, ça y est, embarqué nos habitants. Et on avait aussi embarqué les gestionnaires, les équipes de techniciens. Tout le monde avait, en découvrant la tour Bois-le-Prêtre, compris le résultat possible de ce projet. Et donc, on a pu commencer à faire notre logement témoin et à accompagner notre population à commencer à apprivoiser ce qu'allait être le projet. Voilà comment le bébé a commencé à être présenté. Et puis après, on a commencé l'intervention. Christophe. Je te laisse aux manettes. Ouais. C'est bien ça après, j'en ai plus d'autres. Et voilà, c'est encore une petite diapositive de ce qu'on a fait avec
avec les uns et les autres. Hein. Non, ça fait plaisir de recevoir des prix. Ah, quand même. Et puis c'est le prix Simon Living Place, un prix qui distingue les œuvres qui renforcent la capacité d'adaptation des espaces pour atteindre le confort et le bien-être des résidents. L'architecture qui se transforme en lieu de qualité pour la vie quotidienne des gens, pour habiter, pour travailler, pour apprendre, pour jouer, pour aimer. L'architecture pour habiter. Voilà, une initiative de Simon, qui est un groupe industriel espagnol et qui est développé avec la fondation Mies van der Rohe. Et donc, pour tout prix, il faut remercier. Et je voudrais remercier les personnes, parce que ce qui est important, ce sont les personnes. Et tout d'abord, il y a les 1500 habitants des bâtiments GHI au Grand Parc. Je voudrais les remercier parce qu'ils ont supporté les travaux qui étaient durs, qu'on a essayé de rendre les plus acceptables possibles, mais ce n'est pas facile de vivre dans le bruit, dans la poussière, avec des rendez-vous à prendre pour recevoir les ouvriers. Et je les remercie énormément pour ça. Mais je les remercie encore plus, on les remercie encore plus parce qu'ils avaient constitué pendant 50 ans une richesse incroyable. Une richesse de 530 intérieurs, tous différents, étonnants, incroyables, magnifiques. Et ça, c'est inestimable. Il y a un patrimoine qui existe là, qui est inestimable. Et on ne peut pas continuer la vie sans considérer immédiatement ce patrimoine. Donc merci beaucoup, énormément, aux habitants du GHI et on espère qu'ils prendront le plus de plaisir possible dans ces nouvelles habitations. Pour 30, 40, 50 ans, on est reparti pour une nouvelle période d'habitation. On voudrait remercier évidemment Aquitanis, toutes les équipes qui ont travaillé précisément sur ce projet, à la fois dans les bureaux, mais aussi précisément sur le site avec les habitants. Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Je voudrais remercier Bernard Blanc parce qu'il a cru à ce projet dès le départ, mais il n'y a pas cru à moitié. Il y a cru réellement à 100%. La générosité, ça ne se partage pas. Il n'y a pas 10% ou 20% ou 50% de générosité. Il y a 100% où il n'y a rien. Et c'est en ce sens-là qu'il a travaillé pour ce projet qui n'était pas une réhabilitation, qu'on appelle des fois métamorphose ou régénération, qui est une véritable transformation à partir de cette richesse existante. Donc merci pour ça. Et je voudrais remercier évidemment la ville de Bordeaux, qui a toujours cru au projet aussi, participé, facilité tout le déroulement du chantier. Le comité UNESCO, je pense que c'est important encore de le rappeler, parce qu'il s'agit de patrimoine. Là encore, dans le secteur patrimoine UNESCO, les bâtiments du XXe siècle, c'est le patrimoine de Bordeaux. Et cette coexistence de ces deux époques, elle est extraordinaire. Elle permet de voir le XVIIIe, le XIXe d'une autre façon, et elle permet de voir le XXe et le futur d'une autre façon. Je voudrais remercier, parce que c'était vraiment un travail difficile, toutes nos équipes, donc tous nos bureaux d'études et ingénieurs, que ce soit Verdi, que ce soit M. Stanik du bureau d'études SESMA, avec qui on travaille depuis 40 ans, le bureau d'études thermiques Cardonel, Guy Jourdan, acousticien, Vincent Pourteau, économie, Batscope également, qui a assuré le pilotage de ce chantier. Et c'est particulièrement difficile d'organiser des chantiers comme ça en site occupé avec 530 familles qui sont là, et particulièrement Mathieu Sénedez qui est resté sur le chantier en permanence. Une pensée très très forte pour Marion Cadran,
et Vincent Puyot, qui sont des architectes extraordinaires et sans lesquels on n'aurait pas pu travailler de cette façon-là. Tout le temps sur le site, en essayant de faire le projet le plus beau possible et de la meilleure façon possible. Donc merci beaucoup Marion et merci à Vincent. Je pense également à Philippe Ruot qui a suivi au niveau photographie tout le projet depuis le début. Donc à toutes ces personnes, vraiment, vraiment un immense merci et ce prix est vraiment pour eux. Donc, le Grand Parc, quelques images, c'est effectivement ce panorama qui, dans la ville d'Échoppe, dans la ville basse, qui représente ce site, ce quartier, fait de tous ces immeubles et de toutes ces bars. Et effectivement, ces transformations qui a eu lieu à différentes époques où on a changé les couleurs, on a peint des motifs particuliers, jaune, vert, marron sur les façades. Et sans trop changer réellement la vie des gens. Parce qu'en réalité, ce qui est invisible, c'est ça, c'est les intérieurs. C'est toutes ces façons d'habiter, tous ces gens qui passent du temps à décorer, à changer, à amener des bibelots, à avoir des souvenirs, à créer des relations avec leurs voisins, avec leur voisinage. C'est une richesse incroyable. Et c'est ça qui nous semble important. 530 appartements, 530, plus de 1500 chambres, toutes différentes. Absolument quelque chose d'incroyable. Et là, vraiment, on voit le travail de Philippe Ruot qui a permis de rendre compte de tous ces espaces. Et ça, c'est le point de départ pour transformer, pour changer les façades, pour changer les intérieurs et pour finalement créer une nouvelle image. Ce matin, j'y suis allé avec le soleil, c'était incroyable, c'était magnifique. Il y avait ces rideaux qui bougeaient, on était à l'extérieur, il faisait sur le ciel bleu, c'était magnifique. À l'intérieur, on avait des vues sur Bordeaux qui étaient époustouflantes. Donc voilà, c'était effectivement comme ça, avec tout qui était un peu petit, petites fenêtres, petits balcons. À l'époque, c'était bien, mais il y a effectivement la possibilité de dire et si on allait plus loin, et si on continuait, à partir de ce qui existe déjà, pour passer à ça. Donc, je vais faire. Avance un peu. C'est Macintosh, ça. C'est trop peu. C'est un peu lourd pour la bécane. Non, ça va. Ouais, on repart.
immeuble, Jean-Philippe. Finalement, on a tout peint en bleu. Oui. Il n'y a pas de musique, il faut juste patienter. C'est plutôt en vert. Tant qu'il n'y a pas d'image, moi je vais parler aussi pour les gens qui sont justement en attendant Bernard Blanc et Jean-Philippe. Je voudrais raconter une autre petite expérience. Donc Arc en Rêve, vous le connaissez pour les expositions et les conférences, mais on a aussi un travail avec les enfants, avec d'autres publics adultes ou des étudiants en école d'architecture. Et on a animé un atelier avec des étudiants en école d'architecture. Et ça s'appelle La ville sans voir, avec un malvoyant. On le fait aussi avec des jeunes publics. Et donc, il se promène et parfois, lui perçoit des choses que les autres ne voient pas. Les autres lui racontent ce qu'ils voient. Et ça permet de regarder autrement. Et quand il est allé visiter le GHI, ce sont les gens qui leur expliquaient comment ils habitaient. Donc, il y a une dame qui expliquait qu'avant, elle avait des petites fenêtres et que maintenant, elle avait des grandes baies vitrées. Et donc, quand il est allé sur la pièce, le grand espace supplémentaire, et que ça s'est ouvert, il a dit « Ah, vous avez une belle vue ». C'est un malvoyant. Hein, voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'il a entendu et il a perçu en se promenant ce qui se passait. Non mais c'est important, c'est une question du ressenti. Voilà. Est-ce que ça marche? Amen. Alors, si on parlait des primaires de droite et de gauche. C'est quoi qui marche pas? Essaye de vous dans perso. On peut peut-être continuer sur le registre proposé par Francine, Philippe. Je me rappelle quand on a visité avec nos locataires et nos équipes la tour Bois-le-Prêtre, il y avait un monsieur qui venait des îles, qui habitait au dernier étage. Et le dernier étage avait une triple orientation et depuis son appartement, on voyait le Mont Valérien, on voyait Montmartre, etc. Et le monsieur, à la fin, il nous fait visiter tout son logement, dedans, dehors. Et puis à la fin, on lui dit, tiens, on voudrait faire une photo de vous, chez vous, et où est-ce que vous voulez qu'on vous photographie pour que ça rende le mieux compte de ce que vous vivez. Et il s'accoude sur le balcon, effectivement, avec la vue incroyable derrière. Et puis, après, on lui dit, mais dans le fond, qu'est-ce que vous ressentez d'habiter là, avec cette impression de rapport estompé entre le dedans et le dehors, qui est assez incroyable. Il nous dit, c'est assez simple. Vous voyez, nous, au beau jour, pour les vacances, on avait l'habitude de retourner dans notre île pour retrouver les relations avec la nature, le vent, l'eau, l'océan, là où nous sommes nés. Et maintenant, pendant les 2 années qui viennent, on va rester dans notre logement pour vivre les 4 saisons. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je le mettais dans le livre que vous ne manquerez pas d'acheter en sortant, sur le GHI. Je le remettais parce que c'est extrêmement incroyable de dire qu'on peut être dans le paysage et vivre avec les saisons. Et il y a là une dimension anthropologique de l'habiter que moi je n'ai jamais trouvée nulle part dans aucune approche de l'architecture. Mais dans le fond, c'est peut-être ça qu'on touche avec ce genre de transformation. Juste, on va même plus loin parce que M. Vardarassin, qui était la personne dont parle Bernard, a quitté sa femme, a pris tout, a vidé tout le compte et est parti s'installer dans les îles désormais. ça depuis 2 mois. Les histoires d'amour finissent mal. Voilà Philippe, on a meublé, tu peux reprendre. Reprenons. Alors reprenons donc les 3 bâtiments qui sont ceux du GHI, donc avec un certain nombre d'entrées différentes, ils sont tous exposés sud-est. Et donc avec précisément une sorte d'organisation qu'on retrouve
au niveau de cage d'escalier, distribuant chaque fois trois appartements pour les grandes barres qui font 15 étages, et puis avec des appartements mono-orientés pour le G qui s'orientent vers le sud-ouest et vers le nord-est pour les bâtiments mono-orientés. Donc effectivement, un travail très précis sur les différents plans du bâtiment et voir effectivement les façons dont on pouvait transformer ces bâtiments et ces logements de façon radicale par une extension sur l'extérieur du bâtiment, sur la façade principale qui donnait sur la Garonne, sur la rivière et sur les coteaux de Garonne. Donc une extension de 4 mètres de profondeur portée systématiquement sur l'ensemble des façades. Mais également un certain nombre de travaux qui se faisaient à l'intérieur, qui étaient des reprises au niveau des salles de bain, des réparations et de l'ascenseur existant qui s'arrêtait seulement tous les 2 ou 3 étages, et également un ascenseur neuf, un ascenseur panoramique qui venait vers l'extérieur. Donc on voit ici sur cette axonométrie le principe de l'extension qui finalement consiste à dire là où il y a des fenêtres, on transforme en portes et ces portes elles donnent sur un espace supplémentaire donc, et qui donne du mouvement, qui donne de la liberté. Je crois que cette question du mouvement, du fait de bouger dans un logement, c'est quelque chose d'absolument extrêmement important. La liberté du corps, la liberté de marcher, de tourner autour de son bâtiment, le fait de finalement de transformer un logement en une villa. Une villa, c'est un espace autour duquel on tourne, et finalement, c'est de se dire qu'on pourrait être au 5e, 10e ou 15e étage, on a cette même configuration qui est celle de pouvoir tourner autour de son logement en passant par un jardin d'hiver ou un balcon, qui est celle de la villa. Donc on voit effectivement la transformation à partir d'un étage courant, cette extension vers le sud, vers le soleil, et en même temps cette sorte d'isolation dynamique d'un jardin d'hiver qui permet de répondre de façon beaucoup plus optimale à la question des économies d'énergie, mais en même temps en proposant une sorte de plaisir d'habiter qui va permettre à chaque habitant à chaque instant, en fonction de son humeur, en fonction du climat, en fonction de s'il fait jour ou s'il fait nuit, s'il pleut ou s'il pleut pas, s'il fait soleil ou pas, s'il y a un nuage ou pas, d'occuper de façon intelligente et agréable cet espace. Donc on voit ici l'étendue des travaux qu'on a fait pour chaque habitation. Donc une extension de 4 mètres sur les façades principales, avec ouverture des allèges et création de baies vitrées. Ça, c'était des travaux par l'extérieur. Donc les gens restaient sans déménagement des habitants. La réfection complète de l'électricité et la mise aux normes électriques. Sur les façades arrière, l'isolation des façades par l'extérieur, là encore dans une sorte d'intervention par l'extérieur sans déranger les habitants. Fermeture de séchoir par une baie vitrée, remplacement de fenêtres de la cuisine suivant les états, les salles de bain et WC qui étaient pour l'essentiel refaites, sauf celles qui avaient été reprises très récemment. Les ascenseurs, donc l'ascenseur existant qui était remplacé par un ascenseur de meilleure qualité, plus grand et qui s'arrêtait à tous les étages, et donc un ascenseur supplémentaire sur la façade nord qui est un ascenseur panoramique et transparent et qui permet là encore de desservir tous les étages. Des travaux de sécurité liés à l'escalier qui permettaient de fermer l'escalier qui jusqu'à présent était ouvert et qui donc là se trouvait protégé des intempéries. Donc on voit à peu près la question de la méthodologie de l'extension par rapport à un existant, une pose de modules d'extension par des éléments préfabriqués à proximité du site qui étaient montés sur des poteaux et ensuite installés devant les façades avec leur propre fondation
puisqu'il n'était pas question de venir surcharger le bâtiment existant, mais finalement de créer de nouvelles fondations pour ces extensions et de simplement se stabiliser par rapport à la façade pour la pose des extensions. Donc, pose des poteaux, un peu sur le principe d'une sorte d'échafaudage, mais qui est un échafaudage qui allait devenir permanent, un échafaudage définitif de 4 mètres de profondeur, qui permettait, une fois qu'il était en place, de venir ouvrir les allèges des différentes pièces, de transformer en porte-fenêtre et de poser de nouvelles baies vitrées en glissant devant les façades existantes pour ouvrir toutes les pièces existantes sur cet espace de 4 mètres supplémentaires, composé donc d'un jardin d'hiver et d'un petit balcon de 1 mètre supplémentaire. Donc d'avoir toutes ces stratifications à partir de l'intérieur, le jardin d'hiver qui est une sorte de climat intermédiaire, le balcon qui est vraiment de profiter du climat extérieur et de laisser l'habitant la responsabilité d'utiliser en fonction des moments de la façon la plus intéressante ces différents filtres successifs. Donc on voit ici un peu sur ces schémas la façon dont effectivement par rapport à l'existant on vient rajouter ces différentes composantes. Donc cet ensemble de cette opération, elle a fait passer la surface de plancher de 44 000 m² à 67 700 m², soit 53% d'extension supplémentaire. La surface habitable est placée de 33 000 m² à 36 700 m², c'est-à-dire environ 7 m² par logement en moyenne. La surface utile, c'est-à-dire celle qui est vraiment utilisée par les habitants, est passée de 35 500 à 59 500 m², c'est-à-dire en gros 50 m² par logement en moyenne d'espace utilisable supplémentaire, donc comprenant les logements, les jardins d'hiver, les balcons, les terrasses et les celliers. Et l'addition de jardins d'hiver représente 16 000 m², c'est-à-dire 22 à 50 m² par logement en moyenne. Ce dispositif, l'ensemble de ce dispositif, au niveau des estimations, doit permettre une consommation d'énergie à peu près divisée par 3, c'est-à-dire de passer d'environ 153 kWh par an à peu près 50 kWh par mètre carré, et avec une économie qui porte essentiellement sur le chauffage, en passant de 116 kW à peu près 20 kWh par mètre carré par an. Donc le coût des travaux a été de 45 000 € par logement, et je crois que ce qui est important, c'est tout le temps de pouvoir comparer avec un projet qui aurait été celui de la démolition envisagée du GHI, qui était démolition et reconstruction, si on veut reconstituer exactement le même stock de logements, qui est d'environ 150 000 € hors taxes par logement. Donc, dans un cas, on démolit, on reconstruit un logement standard, et dans un autre cas, on transforme et on additionne par un logement existant pour avoir un logement qui est bien supérieur en termes de normes et en termes de surface ou de qualité à celle d'un logement standard, et pour un coût qui est à peu près 3 fois inférieur. Donc, il y a là, sans déménager et sans bouger et sans trop perturber les habitants en place. Donc ce dispositif économique, qui est à mon avis absolument essentiel pour valider cette démarche, elle permet aussi de dire, puisqu'on dépense moins, on pourrait aussi finalement travailler sans augmentation de loyer, mais simplement avec une addition du loyer et des charges qui restent la même, avec des charges qui diminuent et un loyer qui monte légèrement, et pour faire en sorte que finalement les habitants paieront à peu près la même chose que ce qu'ils payaient avant. Et ce matin, on a vu effectivement une famille qui était, même si je crois ça avait été expliqué à maintes reprises, qui était tout à fait étonnée de voir que son loyer n'avait très peu augmenté par rapport à ce qu'il avait été auparavant. Donc cette logique de la non-démolition, je crois, elle est absolument intéressante au niveau de la question du développement durable, faire durer des choses qui existent déjà, aux économies d'énergie, et aussi sur la possibilité, effectivement, de créer des espaces qui soient des espaces plus ambitieux que la question existante. Malheureusement, c'est vrai que ce problème de la démolition, il semble depuis quelques années être passé dans les habitudes ou dans les mœurs. Je pense qu'avant, c'était
quelque chose qu'on faisait avec plus de retenue. Et je suis assez surpris parce que ne serait-ce qu'hier, j'ai reçu un appel d'offres de candidature pour un concours qui va se passer à 100 mètres du GHI, dans le Grand Parc, où précisément il y a une barre qui est la barre Émile Counor, sur laquelle on a effectivement décidé de la réhabiliter, mais en même temps, en démolissant un espace de circulation, c'est-à-dire à peu près 39 logements sur un bout de cette barre, ce qui est, je trouve, d'une violence assez incroyable, de voir que du jour au lendemain, il y a 39 logements et 39 voisins qui disparaissent, et que finalement, on s'aperçoit que sur cette question de la démolition, il y a encore un travail important à faire pour le faire passer définitivement dans les... Voilà, bon, enfin... Le concours est annulé. Mais je crois que c'est important parce qu'effectivement, quand on pense démolition, on dit toujours oui, mais on démolit un peu, pas beaucoup. Mais je crois qu'il y a quand même une violence dans cette action qui me paraît qu'il faut réellement prendre en compte. Oui, non, je suis désolée de vous interrompre, mais quand vous parlez effectivement d'une démolition, vous savez, bon, vous connaissez cette barre si vous avez reçu cet appel d'offres. C'est une barre qui contient 200 logements. C'est une démolition exclusivement partielle d'une seule entrée qui se trouve sur une des entrées majeures du parc que nous sommes en train de réhabiliter dans le cadre de l'étude de réhabilitation urbaine du quartier du Grand Parc, puisqu'effectivement, il y a une régénération chez Aquitanisme, il y a une réhabilitation d'ensemble sur le quartier du Grand Parc. Et ces 39 logements qui sont démolis sont reconstruits avec quelques-uns supplémentaires sur les plots qui se feront le long de ce passage, de cette circulation douce et de cet accès, de cette ouverture. Le Grand Parc souffre d'une difficulté majeure, et je ne suis ni urbaniste ni architecte, mais tel que vos collègues et vos alter ego l'ont défini, souffre d'une fermeture de ce parc est quelque part trop privé, trop fermé, trop restrictif dans ses accès. Cette possibilité-là nous donnera la possibilité d'ouvrir ce parc sur toute la partie qui se construit le long des rails du tram, avec de l'autre côté une maison de retraite, de l'autre côté l'Institut médico-pédagogique Saint-Joseph qui accueille beaucoup d'enfants aussi, et donc une capacité justement de transversalité, d'ouverture et d'appropriation de cet espace vert du Grand Parc qui fait quand même 8 hectares à une population et une interpénétration. Le Grand Parc a souffert pendant énormément d'années, comme le disait M. Blanc tout à l'heure, d'une fermeture. C'était un endroit replié sur lui-même, c'était un endroit qui ne communiquait pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup d'extérieur. Donc ça sera aussi un moyen de l'ouvrir. Donc ce n'est pas une démolition, ce n'est pas une forme de violence par rapport à ce bâti, c'est simplement essayer de conjuguer justement la conservation de ce bâti et la possibilité d'ouvrir ce parc. Voilà. Non, mais je ne doute pas que tous les logements seront reconstruits. Je pense que malgré tout, c'est précisément sur ce travail sur l'urbanisme qu'on essaie de s'opposer, parce qu'il y a, à notre avis, toujours une solution pour reprendre les mêmes objectifs d'ouverture, etc., mais toujours en gardant cette délicatesse qui me paraît nécessaire. On a vu que dans tous les cas où finalement cette démolition était engagée, même de façon très limite, il y a un état d'esprit qui se met en place. Ça paraît simple de démolir. Et ça, c'est quelque chose qui est, on pense, assez dangereux. Et c'est pour ça que finalement, on trouve que tous les objectifs que vous énoncez nous paraissent tout à fait intéressants, mais il nous semble qu'il y a toujours une méthode pour éviter, effectivement, y compris économiquement, de démolir ces espaces. Donc, je laisse... Donc, peut-être, Christophe, tu peux montrer le déroulement des projets. On a encore quelques diapos pour vous convaincre. C'est le même sujet, exactement.
Alors voilà ce qu'on voit dans les logements, y compris dans ceux des 39 de la barre Émile Counor. On voit du ciel, on voit beaucoup d'espace, on voit d'autres barres, mais finalement on voit qu'il n'y a jamais de vis-à-vis et qu'il y a toujours une intelligence dans l'organisation qui permet justement de le prolonger et de continuer, de ne pas faire le contraire. Donc voilà les travaux au tout début, avec les fondations donc, dont parlait Jean-Philippe, avec les premiers portiques sur les fondations. Magnifique portique de Frédéric. Moi, j'ai fait les portiques. Non, il a tout fait, mais si vous avez besoin, le dessin, c'est vraiment une figure de Frédéric. spécialiste du portique et de l'Afrique. Voilà. Alors, donc les dalles préfabriquées sont posées, donc sont levées et posées avec le garde-corps en place. On le voit ici. De façon très simple, il y a des ancrages mécaniques qui sont en attente, on pose la dalle et la présence du garde-corps permet donc d'être dans une situation d'un échafaudage qui en fait à terme était évidemment le plancher de l'extension, mais qui permet donc aux opérateurs de travailler, de marcher sur la dalle et d'aller très vite. L'objectif était de livrer, que les habitants aient le bénéfice le plus vite possible des espaces et donc que les interventions appliquées à chaque logement soient les plus courtes et qu'il y ait le moins de nuisances. Donc on voit ici une pose de dalles. La moyenne de pose était de 6 dalles par jour, ce qui est important en termes de surface et de quantité. Il y a 1050 dalles en tout sur le projet. Il y a 6 km linéaires d'extension. Voilà, donc on voit la situation une fois les dalles posées, le garde-corps protégé en place et qui permet donc aux gens de venir travailler en toute sécurité. On voit ici la pose des poteaux, aussi préfabriqués, avec des outils comme ça qui permettent de les tenir en place et d'aller très vite. Et donc ensuite, le travail va porter donc sur l'enveloppe existante, sur les façades. Et on voit ici la loggia qui était très petite, évidemment encombrée, manque de place, manque de fluidité dans les déplacements, dans le plan, dans la circulation. On voit donc ici la façade après la pose. Et donc voilà une intervention donc sur les fenêtres, sur les petites fenêtres, la dépose des allèges, la transformation en baie totale, avec donc un sillage qui se fait avec un caisson étanche à la poussière et de protection entre le logement qui, je le rappelle, est donc habité. Les gens n'ont pas déménagé, ont été chez eux sur la totalité des travaux. Et donc on voit cette machine impressionnante sur le disque, mais qui en fait est une intervention assez courte en temps, et ce qui garantit le moins de nuisances possible. Voilà, on voit l'ouverture une fois faite. La pose des dormants de menuiserie, la pose des cadres de menuiserie, qui vont accueillir donc les nouvelles fenêtres, les nouvelles baies vitrées coulissantes qui permettent donc d'ouvrir très largement le logement. Voilà l'extension. Voilà, l'ouvrage est terminé ici sur cet appartement. Donc, une petite promenade dans plusieurs logements et puis dans le projet. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je trouve que les images de Philippe Ruot parlent d'elles-mêmes et elles montrent vraiment le plaisir que les gens ont à vivre dans ces logements. Donc l'ensemble des pièces donne sur ces extensions et permettent donc cette circulation et cette fluidité dont parlait Jean-Philippe. Un point important aussi qu'on n'a pas évoqué, mais on ne va pas tout développer sur le plan technique, mais il y a tout un dispositif thermique de régulation du confort du logement qui est laissé aux habitants. En fait, le projet, le processus permet aux habitants de régler finement le confort de leur habitation par des rideaux, par des ouvrants. Cette extension protège du soleil en été. En hiver, au contraire, elle fait rentrer le soleil et elle chauffe le logement. Et donc, ce ne sont pas des systèmes industriels ou des systèmes automatisés, mais c'est bien l'habitant qui est opérateur et qui a la main sur la régulation de son logement.
Voilà les intérieurs dont parlait Jean-Philippe, tous différents, tous incroyables. Très soignés, très beaux. Voilà, donc ça c'est le jardin d'hiver du séjour que vous venez de voir. Et voilà la vue qu'on peut avoir ici dans le bâtiment H, assez incroyable quand même comme situation. C'est pour nous à chaque fois les visites, c'est toujours un voyage, hein, que ce soit de jour, de nuit, c'est incroyable de modernité, de plaisir. Je rappelle que le PLU aussi aujourd'hui limite à 7-8 niveaux la construction de bâtiments neufs, et donc ce bénéfice, cette situation au 15e étage, jusqu'au 15e étage, elle n'est plus possible aujourd'hui dans le règlement actuel. Donc c'est dommage de le perdre aussi, et c'est un vrai bénéfice. Alors ensuite, on n'a pas parlé aussi des logements supplémentaires sur le toit. Donc quand on quitte ce logement, en empruntant les parties communes que Jean-Philippe a décrit les interventions ici sur le palier, on voit sur le toit du bâtiment I, vous voyez en attique, en retrait, des logements supplémentaires. Voilà l'ascenseur extérieur panoramique. Et puis les halls qui ont été refaits. Voilà, ici le nouvel ascenseur intérieur également, et des halls traversants qui permettent de traverser, de traverser les bâtiments existants pour les rendre fluides, de passer d'un côté à l'autre librement, aucun problème. Les choses se font simplement. Voilà, on voit ici donc la façade, la nouvelle façade, où la vie commence à prendre place sur les balcons, les plantes, les fleurs. La lumière, le reflet aussi sur le bâtiment. Et puis donc sur le toit, des nouveaux logements. Entre les cheminées, oui, entre tous les éléments techniques, dans une forêt technique. Voilà, avec une situation incroyable, traversante. D'un côté, le Grand Parc, au loin le Médoc, et puis de l'autre côté, toute la ville de Bordeaux. Et le ciel, la météo, les dépressions. Voilà l'intérieur, où on voit la largeur du logement, et puis donc les vues de part et d'autre. Et voilà, donc on voit ici, encore une fois, les logements sur le toit en face. Et donc cette vue, incroyable, vraiment, on ne s'en lasse pas, à chaque fois qu'on y va, c'est formidable, c'est merveilleux. Bordeaux est magnifique. Avec ses bars, ses tours, ses cages d'escalier. Ces parcs. Quand j'étais petit, moi j'allais au Grand Parc, c'était pas fermé. Non mais je parle que juste à... Donc voilà, c'est une démarche, Bernard Blanc en a parlé, mais ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus avec obstination et puis avec je pense, cette gentillesse, essayer d'être le plus gentil possible, le plus délicat possible. Donc ça s'appelle plus, ça veut dire qu'il faut additionner, jamais retrancher, jamais enlever, que ce soit des arbres, des rosiers, des gens, des mètres carrés de béton. Il y a là, effectivement, puis c'est aussi une économie, de faire en sorte que finalement tout ce qui existe déjà, on est capable de le réutiliser, de le recycler. Donc plus, et puis effectivement, ce qu'on a fait sur la communauté urbaine de Bordeaux, avec ce projet de 50 000 logements, qui est effectivement 50 000 logements nouveaux, c'est-à-dire 55 200 hectares largement viabilisés. Les routes existent, les réseaux existent, donc il faut simplement travailler au plus près des habitations. On voit bien qu'au Grand Parc, on a pris 4 mètres de plus, et ça donne cette qualité. Donc effectivement, travailler avec ces réseaux et ces routes, 50 000 logements nouveaux, c'est-à-dire considérer 160 000 logements collectifs déjà existants, et la possibilité 80 000 logements individuels existants partout autour de Bordeaux,
des situations particulières qui toutes peuvent donner lieu à cette attention particulière, à regarder précisément quels sont les problèmes, quelles sont les questions, quels sont les défauts, quelles sont les qualités, et de regarder systématiquement ce que l'on peut ajouter, quel est le plus que l'on peut proposer. 50 000 logements nouveaux, des centaines de situations urbaines capables. Situation urbaine, c'est, je crois aussi, considérer les situations urbaines, c'est une nouvelle façon de considérer l'urbanisme, c'est-à-dire de partir des éléments précis, de ne pas forcément avoir une sorte d'image générale et globale des sites, mais plutôt de regarder très précisément, avec un regard d'architecte, précisément chaque fois ce que l'on peut changer, ce que l'on peut modifier et que l'on peut faire avec, dans l'économie la plus intelligente, les choses les plus ambitieuses. Pour générer dans ces organisations existantes, en connexion avec ces réseaux, avec ces voiries, sans tailler, sans trancher, sans démolir, sans défaire, désorganiser et recomposer, sans gêner, transformer les logements existants les plus fragiles, les moins aimés, et concomitamment 50 000, 100 000, 150 000 logements nouveaux, grands, lumineux, généreux, durables. Dépenser beaucoup moins pour faire beaucoup plus. Donc, Il devait partir. Hein, bon, donc ça a suffi. Ça a suffi. Merci d'être venu. Merci. Donc, on le voit sur l'étude des 50 000, ce qui a été proposé, et Bernard Blanc a dit, ceci n'est pas une réhabilitation. Et c'est vrai que ce qu'on voudrait dire, c'est que ce n'est pas seulement une réhabilitation, c'est aussi une approche de la ville, une pensée sur la ville, un regard porté sur les choses qui permet peut-être de dépenser moins, de faire plus, d'être plus attentionné, et puis d'essayer de convaincre nos élus de ne pas être dans cette culture trop facile de démolir les choses. Alors, puisque ça s'applique à la ville et à des choses beaucoup plus larges, des sujets plus larges, on va regarder d'autres contextes. Frédéric va en présenter d'autres. Juste quelques images sur l'Afrique du Sud. Ici, vous avez donc dans le township de Soweto ce qu'on appelle l'habitat informel, et puis en arrière-plan, en fond de plan, vous avez l'habitat de l'urbanisme de l'apartheid. Et donc ces maisons construites par les habitants en tôle, c'est ces maisons qui m'ont personnellement amené à faire de l'architecture et qui m'ont émerveillé. Elles sont assez incroyables d'intelligence et justement, avec très peu de moyens, offrent dignité et beaucoup de choses à ses habitants. Et puis les politiques publiques, maintenant que l'Afrique du Sud est une démocratie, elle a voulu éradiquer les logements informels. Donc ils ont produit un modèle de maison qui s'appelle la maison RDP. C'est celle-ci. Elle fait 36 mètres carrés. Ils en ont construit 3,5 millions. Et donc c'est un investissement public très volontariste, massif, qui a voulu régler la question du logement pour éradiquer les quartiers que je vous ai montrés. Donc ça produit ça. Alors bon, c'est toujours un peu étonnant de voir qu'on peut reproduire des fois des schémas qu'on a subis par le passé. Et finalement, sur le plan de l'urbanisme, reproduire les mêmes schémas et les mêmes erreurs. C'est comme sur les démolitions, c'est pareil. Et donc, on crée des nouveaux quartiers qui coûtent très cher, qu'il faut viabiliser. C'est l'étalement urbain. Et finalement, les gens vivent éloignés de ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire le confort de la ville, les services, les transports, l'emploi, etc. Et donc ici, à Johannesburg, on a considéré le centre-ville qui est dans une situation particulière, puisque après l'apartheid, les propriétaires de ces immeubles, certains ont immigré, sont partis vivre en Australie ou ont quitté le pays et donc ne revendiquent plus la propriété de ces immeubles. Donc tout ce patrimoine moderne, pareil, magnifique, aussi beau qu'au Grand Parc, se retrouve aujourd'hui vacant et habité par les populations les plus en difficulté. Alors on a regardé avec attention, toujours pareil, ces endroits, et on se rend compte que ce centre-ville, finalement, il offre autant, voire plus de capacité que l'ensemble des projets que je viens de vous montrer, de maisons et de nouveaux quartiers qui coûtent un fric pas possible et qui, finalement, n'offrent pas le confort et la qualité de vie qu'offre ce quartier-là, qui est magnifique. Et donc, en ce moment, Francine a cité un projet du Niederberg qu'on fait avec Nicolas Hubrecht. Il se trouve juste à côté de la synagogue, en bas à gauche, dans l'angle de rue. Voilà les situations. Et donc nous avons travaillé sur beaucoup d'immeubles. Ici par exemple un ancien hôtel 4 étoiles de Johannesburg qui aujourd'hui est habité. Dans chaque chambre il y a une salle de bain, il y a une famille qui habite.
Nous avons travaillé sur ces immeubles avec des étudiants, avec des organisations d'habitants. Ici, on nous voit avec Jean-Philippe en train de travailler avec Franz, le représentant des habitants de cet immeuble, qui vont devant les tribunaux pour récupérer le droit, la propriété de ces logements. Et donc, comment les accompagner sur le plan architectural pour prolonger, pour pérenniser cette question du droit et de l'accès au logement. Voilà des exemples. La capacité est incroyable. Ici, une ancienne maternité qui est habitée par 247 familles. On a beaucoup travaillé pendant 2 ans. Voilà, on nous voit sur le toit ici avec les étudiants, avec tous les gens concernés par ce projet. On voit Frédéric au travail avec les habitants, toujours très persuasif. Faire attention à ce qu'on dit sur ces sujets-là en ce moment. C'est d'une attention extrêmement infinie. Ici, la façon dont les habitants vivent dans cet immeuble, c'est difficile, c'est pas facile, mais c'est le droit à la ville et c'est le droit à habiter un logement décent dans ces endroits-là. Voilà les travaux réalisés sur ces immeubles d'inventaire, d'enquête. Et voilà les revendications des habitants. Vous n'êtes pas parti, hein? Bon. Je vais essayer de soulager vos paupières, parce qu'on voit certaines en grève, là. Donc, 2 sujets, parce que je vais essayer de traiter assez vite. C'est le projet, que ce soit le projet de la Tour Bois-le-Prêtre ou le projet du Grand Parc, délivre des messages qui ne sont pas simplement ceux qui concernent l'architecture, l'habitation, la question du logement, mais à un moment donné, les messages qui nous disent que sur des territoires constitués, au-delà de la question de la transformation généreuse des logements qui existent, il y a parfois la capacité de construire d'autres logements. Tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Philippe qui a présenté dans le cadre de l'étude sur la Cube un plan de réseau qui paraît tout à fait anodin et dérisoire, mais effectivement, on a des réseaux constitués, on a des territoires constitués, on n'a pas simplement des bâtiments, on a des organisations sociales, des organisations de vie, et qui sont à considérer avec beaucoup d'attention, de façon très précise et surtout au cas par cas. La question de la généralité, c'est un contresens à la connaissance des choses. Si on n'a pas de connaissance, on n'a pas de savoir. Si on n'a pas de savoir, on n'a pas d'information. Si on n'a pas d'information, on n'a pas d'idée. Si on n'a pas d'idée, on n'a pas de concept. Et on n'en est pas là. Voilà. Donc toute la chaîne se casse la figure dès lors qu'on fait que de la communication. Donc quand à Paris a été lancé le Grand Paris, l'idée du Grand Paris, qui peut être une possibilité d'étude finalement intéressante, on s'est immédiatement posé la question, ça c'était en 2008, on s'est posé immédiatement la question de savoir pourquoi on ne parlait pas de Paris. Et avec l'expérience de la Tour Bois-le-Prêtre, sur lequel territoire sur lequel finalement on a trouvé à peu près 20% de capacité de surface en plus habitable et sur lequel on pouvait trouver encore plus de capacité sur un tout petit territoire, on s'est dit que finalement, en regardant Paris de façon très très précise, de façon très très proche, ensemble immobilier par ensemble immobilier, on pouvait détourner la question qui était posée qui était donnée, livrée de façon fatale par la ville de Paris, par les agglomérations environnantes, qui dit que de toute façon, Paris est trop dense, de toute façon, on ne peut plus construire sur Paris. Et finalement, on a fait une étude, on mène une étude très très lourde, très marathonienne, au cas par cas, rue par rue, par immeuble, pour finalement trouver dans un territoire, sur le territoire des grands ensembles construits entre les années 50 et les années 80, 450 000 logements existants transformables pour aussi créer sur ces mêmes territoires, c'est-à-dire sans modifier la carte géographique ni les organisations urbaines de la ville de Paris, 135 000 logements nouveaux de plus. Ça veut dire qu'on ne change strictement rien en termes d'économie à ce qui se passe en termes d'organisation urbaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de master plan. Finalement, je n'ai pas besoin d'image, c'est vachement bien. On n'a pas besoin de master plan, on n'a pas besoin de dépenser une économie forte pour la réorganisation urbaine. On a simplement à investir sur la question de la transformation et éventuellement trouver le bénéfice nécessaire pour financer les transformations par la création des logements nouveaux sur les mêmes territoires. Cette étude-là, moi je l'ai montrée à Paris, à la ville de Paris. Ils se sont dit mais pourquoi on ne l'a pas faite depuis des années ?
ils sont forcément intéressés, mais ils sont surtout fortement intéressés par le fait de savoir comment ils vont pouvoir communiquer. Bon. Donc là, on revient toujours à la même boucle, c'est-à-dire effectivement comment annoncer la chose avant de la connaître. C'est extrêmement périlleux, extrêmement difficile. Bon. C'est typique de... Voilà. Donc ce que je trouve intéressant dans ces sujets-là, c'est que finalement on passe... Il faut des convictions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas démarrer sans idée. C'est-à-dire que le travail qui a été fait sur GG, le plus de Paris, les travaux qui ont été faits entrepris sur la Tour Bois-le-Prêtre sont initiés, ou sur le Grand Parc, sont initiés par des points de vue. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas de point de vue, on n'a pas d'idée. Et on ne peut pas proposer. On fait de l'architecture, mais ce n'est pas un problème, ça, de faire l'architecture. Tout le monde peut en faire. Le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est effectivement de savoir comment on peut passer de la question de l'architecture à la question de l'urbanisme. Les urbanismes, je ne les aime pas. Il y en a ? Il n'y en a plus, finalement. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dichotomie entre le travail d'urbaniste et le travail d'architecte. C'est aberrant que les urbanistes travaillent depuis la Lune, alors que les architectes essaient de travailler au sol. On travaille, c'est du pied à pied qu'on fait quand on travaille sur le Grand Parc. C'est un par un, c'est des choses très très fines. Bon, Jean-Philippe et Christophe ont expliqué ça, Bernard aussi, c'est-à-dire qu'on est très très proche des choses. Bon. Les urbanismes décident très très vite, très très tôt, de ce qui doit être nouveau. Finalement, la question de la nouveauté est essentielle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours nouveau alors qu'on attend d'existant. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on travaille un peu différemment, qu'on invente peut-être des disciplines, alors je ne suis pas arrêté sur le mot, qui peut être l'archibanisme ou l'urbatecture, ça je m'en fiche, mais qui soit en fait un travail de prolongement qui part de la chambre, des choses existantes, très très délicatement, et qui se permet d'augmenter, si nécessaire, les besoins et les bénéfices qui sont à pourvoir. L'actualisation, pour moi, c'est le maître mot je ne sais pas si la transformation, la régénération, mais l'actualisation des choses. C'est-à-dire qu'il faut actualiser les patrimoines que l'on a, les situations que l'on a, les organisations sociales que l'on a, simplement en les regardant de façon très précise. Donc en fait, on a fait un travail très 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 fou sur la base de ce que peut-être a évoqué Jean-Philippe tout à l'heure sur la question de l'ANRU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANRU, les politiques de démolition, c'est-à-dire qu'effectivement les choses sont lancées, on ne peut plus les arrêter. Les politiques de l'ANRU, sur le PNRU de 2014, c'est-à-dire ce sont les chiffres officiels de l'ANRU, sur 21 milliards 13 investis, on a perdu 24 000 logements. On a perdu 24 000 logements. Pour les gens qui sont là et qui ne sont pas des spécialistes, tu peux dire ce qu'est l'ANRU, juste l'ANRU. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Ce qui est très drôle, parce que quand on entend rénovation, il commence par des démolitions. Donc il y a un problème de linguistique en France, je ne sais pas quoi. Et le PNRU, c'est le rapport en fait de l'Agence nationale. Donc ça veut dire qu'on est encore sous une politique de ce type-là, même s'il y a un peu moins de démolitions, qui ne fonctionne pas. Voilà. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est l'argent public, et l'argent public est consommé à démolir des choses. C'est-à-dire que globalement, dans les 150 000 logements qui ont été démolis, moins les 24 000 logements qui n'ont pas été construits, on a perdu 174 000 logements en France. Le programme d'ANRU n'arrive pas à tenir ses objectifs ni de démolition, ni de réhabilitation, ni de construction. Bon. Donc il faut trouver d'autres systèmes. Bon. Et donc ce qu'on a fait simplement, bon ça vous connaissez, tralalou, tralala, je repasserai là-dessus, c'est que finalement on fait l'inventaire à Paris pour l'instant on a inventorié 1648 situations, une par une. On fait des fiches, on comptabilise en fait la capacité existante, la capacité de transformation, en tenant compte à la fois des règles d'urbanisme, mais au-delà des règles d'urbanisme, effectivement des plantations existantes, des vis-à-vis pour ne pas gêner les gens, des organisations de parking, des réseaux, de façon à pouvoir s'implanter ou pas sur un territoire déjà viabilisé, déjà occupé. Bon. Et donc ça nous donne, après une étude sur 450 000 logements... C'est normal qu'on ne voit pas l'image ? Voilà. Non, mais Bisous. ça marche quand même. Ça nous donne la possibilité de transformer, de la même façon qu'on a transformé la Tour Bois-le-Prêtre et GHI, 450 000 logements neufs, il y a une question sur la question du logement à Paris, et de créer 135 000 logements nouveaux. Ça veut dire aussi que le coût, globalement, du logement à Paris, qui est un sujet qui rend malade
nos collectivités locales, on ne peut pas se loger à Paris, mais en fait, il n'y a pas de décision qu'ils ont prise, pourrait se régler de cette façon-là. Bon. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est autour de la... Je continue. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la question de la ZAC. ZAC a dit démolissez, ZAC a dit refaites, je ne sais pas quoi. Bon, bref. La ZAC, pour avoir fait une vingtaine d'études sur des ZAC, alors c'est très difficile de faire des études économiques sur les ZAC, parce que quand même, il y a 50% des chiffrages qui sont quand même assez bizarrement... difficilement accessible, je ne sais pas pourquoi, mais pour avoir eu des données très très précises sur la ZAC qui se trouvait justement autour de la tour Bois-le-Prêtre, finalement le bilan de la ZAC économique pur, a permis de perdre 240 logements possibles. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une crèche, on va la démolir, on va reconstruire une crèche un peu plus loin parce qu'on veut faire passer une route à la place de la crèche, on va démolir la même tour que la tour Bois-le-Prêtre parce qu'elle est un peu trop près du périphérique, elle est à 20 mètres de moins que le périphérique, on va couper un tiers d'une barre, voilà, pour reconstruire des choses. C'est-à-dire que dans l'économie globale de ces choses-là, je crois que c'était 56% du budget lié simplement aux travaux purs sont des 56% perdus pour ne rien produire, pour produire zéro. Il faut que tout le monde soit conscient de ça quand même. Entre l'ANRU qui dépense 21 milliards pour perdre 24 000 logements et en moyenne entre 40 et % des financements des ZAC qui ne servent à rien, je veux dire, on est tombé sur la tête ou je ne sais pas quoi. Bon. Donc ça rejoint la question de l'architecture, relie la question de l'urbanisme. C'est-à-dire comment on peut faire la ville à partir, effectivement, de cette attention très très précise aux choses, au cas par cas. Je ne sais pas où on en est. Mais non, mais c'est... C'est bien. Bon, c'est pas mal, c'est pas grave. Donc ça veut dire tout... Non, mais ça veut dire que... Oui, oui, mais ne bougez pas quand même. Hein, non, ça veut dire que pour arriver à évaluer ça, on fait le même travail qu'on a fait finalement sur la tour Bois-le-Prêtre ou le GHI. C'est-à-dire qu'on prend les situations, vraiment on comptabilise les logements qui existent, on essaie de trouver la capacité, et après on extrapole ça pour arriver à ces chiffres-là. Donc ça ne sort pas d'un chapeau, ce n'est pas une annonce. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faille faire ces 135 000 logements nouveaux ou les 450 000, que ce n'est pas des projets, qu'il y a des choses beaucoup plus précises à émettre, mais ça veut dire que ça peut préparer une organisation des politiques urbaines nouvelles. Bon. Ce sujet-là, je pense que c'est la même chose. Il passe aussi par une question de l'enseignement. L'enseignement, je pense que Jean-Philippe à Berlin fait ça, que Christophe à Bordeaux fait ça, ou à Johannesburg. Moi j'ai monté une plateforme de recherche à Sao Paulo qui vise directement la question de la ville sur d'autres paramètres. Et c'est exactement le même sujet. On ne le verra pas, parce que de toute façon, c'est comme ça, mais peu importe. Ouais, mais c'est pas grave. Je veux dire que... Il faut faire avec. Oui, mais ça va, moi, ça me va. Ça, je rigole pas. Christophe m'avait dit de toute façon il y avait trop d'images, ça allait vous faire chier. Donc je préfère vous parler et puis voilà. Bon, bref. Donc il y en a trop. Non. Sao Paulo, j'y vais très souvent. J'ai monté une plateforme de recherche là-bas sur les mêmes sujets. Les problématiques sont différentes. Il y a un quartier en plein centre de Sao Paulo qui va être soumis. Bon, Sao Paulo, en 70 ans, c'est passé de 1 million à 11 millions. Bon, ça veut dire qu'on peut reprocher à l'urbanisme d'être un peu bordélique, mais n'empêche que c'est un miracle, parce que ça tient, hein, c'est un miracle de pouvoir installer 10 millions de personnes en 70 ans. Bon. Par contre, en plein centre de Sao Paulo, il y a un quartier qui est constitué avec des artisans, des logements, des cafés, des écoles, un quartier qui vit normalement, mais qui va être soumis très très vite, qui est soumis déjà à une pression foncière extrêmement forte, parce qu'en fait, il n'atteint pas des niveaux de densité relativement forts. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inventaire avec une partie des étudiants d'une école qui s'appelle la CIDADJ, de tout ce quartier-là pour savoir quels sont les propriétaires, quelles sont les capacités de chaque terrain au regard de tous les systèmes de réglementation. La réglementation est très compliquée là-bas, pour essayer finalement, dans ce cas-là, qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des multitudes de propriétés, alors que là on a un propriétaire pour 530 logements, de savoir si finalement
Il n'y a pas une certaine forme de maïeutique de l'urbanisme qui serait que les propriétaires eux-mêmes de la ville puissent avoir la possibilité d'augmenter leur propre territoire. C'est-à-dire plutôt que de faire la ville par des organisations extérieures, est-ce que la ville ne peut pas se constituer à partir des propriétés existantes en les aidant? Voilà. Bon. Donc c'est un travail vachement intéressant, il y a des super belles images. Si tu veux, ça y est, Frédéric, Sao Paulo, ça voilà. marche. Bon, Sao Paulo, ça ressemble un peu, sauf que c'est plus grand, c'est-à-dire que ça s'arrête aux montagnes. Bon. Et donc voilà, bon, ça c'est les quadras, c'est 22 quadras qui sont installés, donc c'est un travail toujours très méthodique, on essaye de rien zapper, on prend les choses une par une, les cas, les difficultés, on met les règlements, parce que les règlements au Brésil, ils sont en train d'être modifiés, on fait la comptabilité de tout, c'est toujours le même processus. On s'attache finalement à regarder l'existant de façon étonnante, incroyable, que ce soit les arbres, donc les classifications des arbres qui est faite en fonction de la qualité de l'arbre, la façon dont il est planté sur le trottoir. Bon, voilà, c'est des choses un peu bêtes. Et après, quadras par quadras, on va à l'intérieur, on va voir ce qui se passe. C'est exactement le même boulot, on fait l'inventaire un peu précis, tout est redessiné, on sait à quel étage, on connaît la liste de tous les propriétaires. On refait des classements sur le propriétaire parce qu'il y a des propriétaires variés sur plusieurs territoires pour savoir... Ensuite, on constitue des hypothèses de capacité, non pas des projets, de capacité par unité. Ensuite, on mêle, par exemple, des accords entre deux propriétaires pour savoir sur la zone qu'est-ce que ça peut faire, ça peut produire, pour dire à chacun, c'est pas encore prêt, pour dire à chacun un jour, voilà, vous avez la capacité de. On peut trouver des financements comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous intéresse pas? Si ça vous intéresse pas, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé. Donc faire la ville au cas par cas, quand on peut, où on peut, et peut-être la faire un peu plus loin si ce n'est pas le moment de la faire ici. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. On vous embrasse. Si vous avez des questions. Qui est-ce qui habite sur les toits au Grand Parc? La dame qui n'avait pas de micro a demandé qui habitait sur les toits au Grand Parc. Nous sommes en train de faire les attributions de ces logements. Il y a déjà 3 familles, je crois. Isabelle, 3 familles qui sont installées sur 10 logements. Voilà, donc au fur et à mesure, ils s'installent. Ils rentrent dans les critères d'attribution des logements sociaux. Ceux qui sont sur les mezzanines, si vous m'entendez normalement, si l'une ou l'autre d'entre vous veut poser une question, vous pouvez nous rejoindre dans la salle. N'arrivez pas tous en même temps. Non, mais vous pouvez nous rejoindre pour des questions. Je crois que par rapport à ces immeubles du Grand Parc, effectivement, les logements sur le toit sont dans une situation particulière. Ce qui est important, je crois, c'est que tous les logements sont devenus extraordinaires. Qu'on soit au premier étage, au 5e étage, au 14e étage ou sur les toits, qu'on soit dans le bâtiment G, dans le bâtiment H ou dans le bâtiment I, il y a systématiquement des appartements qui, effectivement, profitent du paysage, profitent de Bordeaux, profitent du soleil, profitent du ciel. Est-ce qu'il y a eu des refus des gens qui ne voulaient pas Habiter là? Non, qu'on rénove leur... Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé qu'on rénove leur appartement? Non, vous savez, pour engager ce type de transformation de bâtiment avec la population en place, il faut qu'on fasse une concertation. Et donc, effectivement, on doit avoir l'acceptation d'une majorité des occupants. Donc, il y a une sorte de forme de primaire qui se fait à plusieurs tours. Et à un moment donné, il se dessine une majorité. Alors on estime en règle générale que si on a 30% de votants et que parmi les 30% de votants, on en a la moitié qui acceptent, c'est bon, on peut y aller. Il se trouve que là, sur le GHI, nous avons eu 80% de votants et presque autant d'acceptation. Donc une très forte participation de nos habitants. Donc un enjeu pour eux compris. Ils avaient, après tout le travail de préparation qu'on a eu,
On a eu ce plaisir d'avoir pour la première fois à Aquitanis autant de participation. On a fait beaucoup de réunions publiques. Les équipes de terrain ont rencontré les personnes les plus âgées, parce qu'on a aussi des personnes très âgées et en situation de handicap. Voilà. Et entre 70 et 80% d'acceptation a priori d'un projet aussi étonnant que ça. Ça a été un immense soulagement pour les équipes de se dire qu'on peut y aller et on a une vraie légitimité avec nos habitants d'y aller. Mais autrement, on pourrait y aller avec beaucoup moins d'acceptation, pourvu qu'on ait fait l'effort de la concertation et qu'on ait quand même un pourcentage un petit peu significatif. Là, il était exceptionnel. J'aimerais poser une question à Bernard. Oui, c'est bien comme ça, on va se le faire. Sur la question des HLM, des sociétés d'HLM, à la suite des HBM, Habitat Bon Marché, c'est-à-dire effectivement la question de comment on constitue un patrimoine de qualité qui est juste bien habité, pas forcément pour de l'habitat social, à la limite faire en sorte que finalement on habite bien. Et par rapport à ça, je pense que la question de quel est le devenir des HLM, quelle est aussi la façon, le mode de financement, le système de financement qui s'est opéré sur le GHI, comment finalement aujourd'hui il y aurait des possibilités d'entretenir, d'améliorer, de construire des nouveaux logements par le système des HLM. Alors je vais répondre un peu différemment, si tu permets. Mais moi, ce que je trouve étonnant dans ce qui a été enclenché avec cette façon de régénérer un habitat des années 60, qui commençait effectivement à avoir une certaine obsolescence technique, mais qui était encore viable, et la régénération montre qu'effectivement on peut être reparti pour 50 ans et plus. Ce que je trouve assez curieux dans notre milieu à nous, du mouvement HLM, et pour reprendre la petite erreur de comptage de Francine, il y a plus de 500 000 logements de cette nature-là en France qu'on pourrait reprendre de cette façon-là. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre maintenant, c'est qu'en 3 sites, à Paris, à Saint-Nazaire et à Bordeaux, on a fait la démonstration que ça marchait à un prix, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est 3 fois inférieur au prix du neuf. Aujourd'hui, moi, en neuf, je ne sais pas construire ce que nous avons comme situation habitée au GHI. On ne sait pas faire de façon aussi exceptionnelle et généreuse de tels logements. Et en plus, on n'a plus la culture de le faire. On est dans une normalisation, une standardisation du logement. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec une équerre d'argent, avec 3 sites parfaitement réussis, qui remettent en selle ce patrimoine incroyable des années 60 et qui font plus que le réactualiser, ce que je ne comprends pas, c'est que le milieu professionnel ne suive pas le mouvement. Je trouve ahurissant alors que, effectivement, Paris Habitat a commencé et Paris Habitat s'arrête. Il n'y a pas d'autres tours alors qu'ils en ont plein. Ils ne continuent pas. Alors que la tour Bois-le-Prêtre, non seulement est très médiatisée, mais en plus, quand on va rencontrer les habitants, c'est absolument génial. Alors que la situation n'est pas terrible quand même, en bordure de périphérique. Voilà. Donc cette intervention-là a renversé totalement une situation qui s'est installée dans la longue durée, et avec un succès phénoménal et un prix pour un bailleur social qui est assez étonnant, quoi. En faisant le GHI, on fait des économies, ce qui est étonnant. On fait à Saint-Nazaire une tour qui est de même nature, magnifique. Elle est incroyablement occupée avec des vues sur l'océan et l'estuaire, parce que les hauteurs permettent de retrouver ces situations-là. Et Saint-Nazaire Habitat, enfin Silène aujourd'hui, n'engage pas un autre chantier de même nature. Et nous, on en fait 530 d'un coup. On se dit, bon, voilà, maintenant, on n'est plus expérimental. Ce n'est pas 50 d'un côté, 40 à Saint-Nazaire.
c'est 530. Et moi, j'avais vraiment ça en tête quand on a commencé à en discuter. Il m'a dit, maintenant, on frappe un grand coup, on fait de la quantité pour montrer que la méthode éprouvée à Paris, confirmée à Saint-Nazaire, peut se déployer partout en France. Eh bien non. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de commandes. Non, hein. Voilà. Les plans climat. Ouais, et moi, je trouve ça absolument étonnant. Et donc, on produit du logement. Ici, sur ce territoire-là, on produit 3500 logements sociaux par an nouveaux. On est une des régions en France la plus productive avec l'ensemble des opérateurs locaux chaque année depuis 10 ans maintenant en termes de production de logements neufs. On produit à des prix de plus en plus élevés et on a quand même la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel pour 3 fois moins cher qu'on peut remettre en selle de cette façon-là. Je ne comprends pas bien ce qui se passe dans nos têtes. J'avoue que je suis un peu étonné, et heureusement que je vais prendre ma retraite bientôt, parce que là, je me dis, mais dans le fond, on ne comprend rien, quoi. Enfin, quand on est auprès de ses habitants maintenant, quand on voit le bonheur à nouveau d'exister dans ces lieux-là, quand on voit possiblement le nouveau récit qui peut se faire autour de cet habitat dans une métropole contemporaine comme Bordeaux, Paris ou ailleurs, quoi, je ne comprends plus. Et donc, mon interrogation, elle est plutôt de cette nature, alors qu'on produit plein de logements sociaux, hein, 100 000 tous les ans. Il n'y a pas de souci. Alors, on dit toujours qu'il en manque, que c'est la crise du logement, mais une crise qui dure depuis 1947, c'est pas une crise, c'est un état de fait. Donc, c'est autre chose qui est en jeu derrière. Il faudrait décrypter ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cet état de crise permanente par rapport à la question de la production du logement social en France? Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, comme disait Frédéric. Voilà, il y a dans les engrenages qu'on a dans nos têtes des clics qui ne se font pas. Moi, je ne comprends pas qu'on n'embraye pas derrière avec ce travail absolument admirable. De toute ma carrière, et depuis presque 25 ans dans le logement social, c'est la plus belle nouvelle que j'ai connue dans ma vie professionnelle que de rencontrer ces architectes-là et d'avoir fait avec eux ce qu'on a fait ensemble. Pour nos habitants, pas pour de l'architecture, pas pour des prix, pas pour paraître et faire des colloques et faire des bouquins et je ne sais pas quoi. Mais enfin, aller rencontrer les habitants, quoi. Quelle dignité on leur donne à nouveau dans la modernité. Aller rencontrer les habitants des écoquartiers. Les escargots. Monsieur Blanc, le mouvement est embrayé. Il y a Claircienne a 500 logements en maîtrise d'œuvre attribués. Et SNI a lancé ce mois-ci un appel d'offres de 250 logements en maîtrise d'œuvre, en concours. Et exactement la même chose. Donc j'ai l'impression, au contraire, que le mouvement est en train de se dupliquer. Ah ben, il était temps, vous me rassurez. C'est une superbe nouvelle. C'est rappel pour la retraite. Il dit une double chose. Il parle de la manière de faire du logement. Voilà. Mais il dit aussi autre chose. Il me semble, j'en suis même sûre. On critique le plus souvent les architectes comme étant des gens dispendieux, qui font des gesticulations avec des surcoûts qui coûtent cher et qui font des choses qui ne sont pas adaptées aux usages, etc., etc. Et lorsque des architectes qui travaillent à partir de l'existant, qui ont une maîtrise de chantier, non seulement un concept, un projet comme celui-là, mais avec une ingénierie du chantier qui permet à des habitants de rester sur place pendant que tout ça, ça se fait, parce que tout ça, il faut le penser en plus du projet qu'il a fallu penser pour qu'il soit aussi performant dans le rapport qualité-prix. Quand je parle de qualité, je parle d'usage. Mais une ingénierie aussi pour que ça puisse se faire quand les habitants... Donc une maîtrise des coûts, une maîtrise des délais, une maîtrise de la construction, une maîtrise d'un processus de travail dans le respect de ce qui est là. Et ce qui est là, ce sont ce dont ils parlent tous, l'ordinaire, ces choses ordinaires. Ça peut être le béton, ça peut être le bitume, ça peut être plein de petites choses que d'habitude on ne regarde pas, et surtout les gens ordinaires aussi. Et pourquoi d'autres, 1001 autres
agences et architectes ont des commandes. Et pourquoi? Lorsque il y a des pratiques comme celle-là, qui sont des pratiques, somme toute, normales, celles vers lesquelles on devrait tendre majoritairement, c'est hors norme. Faire des choses simples avec l'existant, c'est hors norme. C'est hors norme. Et non seulement c'est hors norme, mais en plus, il n'y a pas de renouvellement de commande alors que le résultat est parfaitement validé. Donc là, il y a vraiment une vraie question quand on dit que la profession ne suit pas. D'abord, les architectes aussi, plein d'architectes. Il y a des jalousies. Moi, j'y vais carrément là-dessus. Ils ne comprennent pas ce travail. Mais il y a un truc qui ne va pas quand même, là. Tu lui as répondu sur la partie de ce qu'a dit Bernard Blanc qui parlait du logement, mais il parlait aussi d'une manière de faire du logement. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir... Ils sont très minoritaires, les gens qui travaillent. Il y en a d'autres, hein, mais justement, les autres aussi qui travaillent de cette manière-là, ils n'ont pas de boulot. Il y a un truc qui ne va pas quand même. Il y a un truc qui ne va pas. La question, c'est la commande privée sur les grosses copropriétés. Est-ce que vous répondez à la problématique de la rénovation thermique en agrandissant? Et là, ça va venir. Pardon, mais vous commencez par la question. La question, elle est déjà bouffée. Je suis désolé. Vous parlez de la rénovation thermique. Parlez du logement. Qu'est-ce que c'est qu'un logement? Quels sont les objectifs d'un logement? Est-ce que c'est facile d'aller tendre son linge dans un logement? Est-ce que c'est facile d'aller mettre son vélo dans un logement? Parlez de ça d'abord. Vous êtes consommé, c'est agaçant, vous êtes consommé par les financements que vous avez qui sont liés à l'enlèvement de l'amiante, à la question thermique. Voilà, vous commencez à l'envers. Je suis désolé. Parlez de plaisir. Qu'est-ce que c'est qu'habiter? Qu'est-ce que c'est que vivre? L'habitabilité du monde. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Lusseau, ici, qui parle de ça très très bien. Commencez par le début. Désolé. Mais non, mais vous commencez à l'envers. Oui, continuez. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre de copropriétés privées qui ont une grosse problématique thermique, qui vont devoir se mettre aux normes. Ça, c'est la loi. Je ne parle pas du logement, de l'habitant, et ainsi de suite. Et la solution que vous proposez est une réponse non pas économique, puisque le coût, je l'ai calculé, c'est 1 000 € mètre carré supplémentaire. C'est une réponse d'habitation. C'est-à-dire qu'une copropriété, en leur permettant de s'agrandir, vont pouvoir financer. Exactement. Ce n'est plus une dépense, c'est un investissement. Ou la création de logements neufs sur leur propre territoire, éventuellement. Non, ça, c'est un autre problème. Mais c'est ce qu'on a proposé avec beaucoup de succès dans le 50 000 logements pour Bordeaux et qui... Voilà. qui a donné des tas de projets. Vachement bien. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est c'est jamais demandé. En fait, on est des tas d'architectes. Il y a plein de jeunes architectes qui sont capables d'avoir ce regard précis sur les choses. C'est-à-dire, effectivement, sans avoir déjà une sorte de pré-contrainte qui est celle de la réglementation thermique, celle de l'ouverture d'un quartier sur l'extérieur. Enfin, il faut rentrer immédiatement dans la précision des choses. Et on a le regard des architectes qui est propice à ça, à regarder ces choses précisément. Plein de jeunes architectes qui sont capables de le faire, qui ont l'énergie nécessaire pour faire ça. Et donc, c'est inverser le système, c'est partir du plus petit et aller vers le plus grand et arrêter de regarder par des sortes de politiques globales ou des sortes de visions générales pour aller ensuite vers le plus petit. Donc, c'est ce travail qui est synonyme de précision, qui est synonyme de délicatesse, qui est synonyme d'attention, de faire attention à chaque arbre, à chaque personne, à chaque mètre carré de béton, qui permet à la fin d'avoir de l'ambition. Et l'ambition, c'est avoir du plaisir pour habiter. Et ça ne coûte pas cher. Moi, j'avais une petite intervention, peut-être pas pour répondre à la question, mais j'avais une question aussi à poser. C'est moi. Camille, tu veux que je me présente? Donc, Camille Svenigorodski, donc directrice du pôle patrimoine et architecture à la DRAC, qui était longtemps architecte des bâtiments de France et un moment à Bordeaux. Je voulais juste apporter une réflexion. Quand on a créé les secteurs sauvegardés en France en 62, c'est exactement le travail qui a été fait, c'est-à-dire à un moment de se dire ces centres anciens qui étaient voués quand même à être rasés, hein, puisque Albi, c'est ça. C'était la rénovation au sens de on rase et on recommence, qui était prévu pour faire des villes nouvelles, hein, parce qu'on ne pouvait pas habiter dans ces villes anciennes, trop engoncées et impénétrables par la voiture, sales, tuberculeuses et tout ce qu'on veut. Donc on avait décidé de raser et il y a eu une loi pour sauvegarder des centres anciens, Malraux en 62,
donc qui s'applique en 64, et c'est la méthodologie qui a été appliquée, c'est-à-dire un relevé immeuble par immeuble, une fiche par immeuble, pour détecter les qualités et les évolutions que pourraient avoir ces centres anciens, qui ont été obligés d'avoir quelques percements de voies parfois pour arriver à se mettre à la modernité. Mais c'est exactement ce travail-là qui a été fait. Alors aujourd'hui, effectivement, le regard il a un peu changé sur ces sites-là. Il n'est pas complètement gagné, hein, je ne veux pas rassurer très vite, hein, ça fait quand même quelques années qu'on travaille dessus, mais ce n'est pas totalement acquis. Il y a encore énormément de démolitions de bâtis anciens, notamment parce que ce sont des passoires énergétiques, alors que quand on les étudie plus finement, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins énergivores que beaucoup de bâtis actuellement construits, et qu'il suffit de peu de choses pour finalement les améliorer beaucoup. Et donc on a appliqué cette méthode, et finalement c'est celle que vous réinventée avec un autre type de patrimoine, hein, qui est vraiment très intéressante, et je trouve que on arrive vraiment à cette augmentation de qualité avec ce nouveau regard, mais ce travail aussi fin qui nécessite quand même à un moment de se pencher beaucoup plus, vous l'avez montré avec Sao Paulo, vous l'avez montré avec ce projet, beaucoup plus sur la question, beaucoup plus finement et beaucoup plus longuement avant de trouver la solution. C'est peut-être ça qui gêne, je ne sais pas, mais bon, il y a de l'espoir ensuite pour les cités, je pense, c'est plus récent. Vous faites des démonstrations. Il a fallu en faire longtemps avec le bâti ancien pour arriver à commencer à avoir des résultats. Mais c'est toujours pas gagné, hein. Donc moi non plus, je ne m'explique pas pourquoi on n'arrive pas à passer le cap à un moment de ça. Après, j'avais une petite question, parce que moi, j'ai habité dans des cités HLM, et pas loin de la Courneuve. Et quand j'allais voir des amis au 4000, on voyait carrément chez leurs voisins du dessous à certaines saisons. C'est-à-dire que les planchers et les façades n'étaient pas solidaires et parfois s'écartaient d'une vingtaine à une trentaine de centimètres. Là, vous n'avez pas eu ce problème ici parce que là, c'est quand même... Voilà, vous avez montré votre acte de bravoure dans l'extension de la façade. Vous avez un peu parlé de ce que vous avez fait dedans, on le voit sur les photos, mais il n'y avait pas de tel... Il y a quand même des cités qui sont peut-être plus difficiles à aborder que d'autres. Je ne sais pas si sur celle-là, vous aviez des travaux sur l'intérieur, et même au niveau sonore. Hein, quand on était au 5e, on entendait le premier étage. Enfin, je crois que chaque situation... Je vous passe les détails des difficultés de ce type d'habitat. Mais chaque situation est différente. À Bois-le-Prêtre, ça a été différent de Silène à Saint-Nazaire, et au Grand Parc, ça a été différent de Silène à Saint-Nazaire, et différent différent de Bois-le-Prêtre. Donc chaque fois, précisément, il y a des problèmes particuliers propres au système de construction, propres dans certains cas aux questions acoustiques, parfois thermiques, parfois de qualité de l'appartement. Chaque fois, il faut effectivement reprendre à zéro avec la même attention, la même délicatesse et la même nouveauté de chaque situation. Et c'est ça qui est assez intéressant finalement, c'est de ne pas reproduire chaque fois la même chose. Et de trouver, et parce que je suis foncièrement optimiste, on trouve toujours la solution. Et c'est pour ça que, par rapport à cette question, effectivement, d'ouvrir sur le parc du Grand Parc, on a eu la même question quand on a travaillé sur l'Arlequin à Grenoble, qui est un système assez extraordinaire à Grenoble, où on avait la question était, le parc est enclavé, donc les gens de la ville ne peuvent pas aller dans le parc. Et donc pour ça, immédiatement, la solution, c'est de dire, ce système-là, immédiatement, il y a 150 logements qu'il faut démolir pour pouvoir faire rentrer dans. Mais ça, c'est une vision extrêmement lointaine des choses. Si on veut rentrer, on trouve la solution pour rentrer. Si on veut désenclaver un parc, on trouve une autre solution. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'essayer systématiquement d'éviter ces gestes. C'est d'une extrême violence, la démolition. De voir soudain disparaître, juste à côté de soi, son voisin qu'on avait depuis 30 ans, je trouve que c'est quelque chose qui crée une situation absolument désagréable et contestable. Et chaque fois, il y a moyen de trouver la solution. Mais précisément parce que chaque situation est différente et chaque fois, il y a un travail précis, différent à faire. Yann, tu voulais parler? Non, je voulais juste dire merci. Prends le micro, parce qu'il y a des gens sur les mezzanines, si tu veux dire quelque chose. Excusez-moi, je ne suis pas très intellect, je parle mal français, comme d'habitude, après 30 ans, tout ça. Non, je juste merci beaucoup à tout le monde. Comme Jane Birkin. Non, je ne suis pas assez élégant. Non, mais je pense qu'il y a un truc que j'ai obligé de dire, c'est un truc que Jean-Philippe dit tout au début, là, il remercie beaucoup Bernard pour sortir un bon projet vrai
et juste. Il faut quelqu'un en face qui peut recevoir. Et on est quelqu'un ici à Bordeaux assez rare. Et je rencontrais récemment, c'est Bernard. Il est génial. Voilà. Je veux juste te dire, fais pas ton retraite tout de suite. Hein? On a besoin de vous ici, dans le paysage en France. Voilà, c'est tout. Merci. On vous embrasse.